Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai un double défi à relever. Vous intéressez par mon propos et vous essayez que vous restiez éveillés après le repas, ce qui n'est pas une petite tâche. Alors je vais essayer de relever ce défi en ayant un propos qui puisse ouvrir la discussion, essayer de rebondir par rapport à ce qui a été dit ce matin, où tous les exposés ont eu un écho très fort pour moi par rapport à des questions effectivement d'ordre épistémologique sur la nature des savoirs, sur la façon de comprendre les objets qui sont les nôtres pour ce type de réunion. Alors, en tant qu'épistémologue, philosophe des sciences, mon approche c'est de proposer une entrée non pas par l'histoire, mais par les concepts, et de proposer à la discussion des concepts qui peuvent permettre de faire avancer la réflexion collective. Le concept que je voudrais proposer aujourd'hui et soumettre à votre attention, c'est le concept de responsabilité épistémique. La question de la responsabilité est une question qui est un arrière-plan massif de tous nos débats. Voilà, je voudrais l'aborder d'une façon un peu particulière. Et pour commencer, pour introduire mon propos, je vais vous demander un petit détour, de m'accompagner en Italie pour essayer de voir ce que j'appelle le syndrome de l'Aquila, qui est pour moi la manifestation de la nécessité de penser une responsabilité de type épistémique, c'est-à-dire une responsabilité liée au savoir, proprement liée au savoir. Aquila, vous le savez peut-être, c'est cette petite ville italienne qui a subi en 2009 un terrible tremblement de terre causant plus de 300 morts. Il s'agit d'un des plus importants séismes qui ait frappé ce pays et plus largement l'Europe, qui doit nous faire penser au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, notamment par les débats qu'il a suscités à sa suite. Et comme vous le savez, le débat sur le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a suscité une controverse entre Voltaire et Rousseau, qui m'a beaucoup inspiré pour penser aussi ce qui s'est passé à l'Aquila. Car ce qui m'intéresse dans cette tragique histoire, c'est la façon dont les savoirs relatifs à la survenance des séismes et à leur ampleur ont été questionnés. Le 22 octobre 2012, les scientifiques de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie, les membres de la commission italienne des grands risques, ont été mis en accusation d'avoir sous-estimé le risque sismique. Ils ont été condamnés à 6 années de prison et 9 millions d'euros d'amende pour homicide par imprudence. Rappelons que 6 jours avant le tremblement de terre meurtrier, le 31 mars 2009, les membres de la commission italienne des grands risques, jugés compétents pour l'évaluation des risques sismiques, avaient été réunis donc dans la ville de l'Aquila. Elle avait été interrogée quant à la probabilité de survenance d'un tremblement de terre majeur. En substance, elle avait conclu son avis en estimant qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler. La manière légère dont cet avis avait été rédigé confinait presque au sens commun. Or, quelques jours après la réunion de cette dite commission, un des plus grands séismes de l'histoire italienne, voire de l'histoire européenne, s'est produit. Durant le procès, Fabio Picucci, donc le juge, dans son réquisitoire contre les scientifiques, a dénoncé une analyse incomplète, inadaptée et coupablement trompeuse. Une condamnation inédite envers des scientifiques à l'époque moderne était prononcée. Alors la réaction de la communauté scientifique fut très vive, notamment par l'intermédiaire d'une pétition que peut-être certains d'entre vous ont signée, qui soulignait qu'il était impossible de prédire un séisme avec précision et qu'une telle condamnation était inacceptable. Mettre ainsi des scientifiques juridiquement en cause de la sorte constituerait un précédent jugé préjudiciable pour l'autonomie de la science. Nous avons ici de la matière à réflexion et l'on peut parler à bon droit de syndrome de l'Aquila. À ma connaissance, pour la première fois dans l'ère contemporaine, des scientifiques sont condamnés en raison de leur responsabilité dans leur appréhension des savoirs et pour leur communication en vue de la décision, ce qui pour moi est une cause secondaire. La condamnation a été opérée sur la base d'une responsabilité juridique pour faute. La dite faute a consisté dans une mauvaise estimation des risques. Existerait-il donc une nouvelle forme de responsabilité liée directement au savoir ou aux connaissances ? L'imprévisible serait-il devenu intolérable ? Ce que je voudrais avancer comme idée ici, c'est que si une telle responsabilité existe, une responsabilité propre au savoir et aux connaissances, elle ne peut être assimilable, comme cela a été fait, à une responsabilité juridique classique.
Il ne peut s'agir que d'une responsabilité collective, d'une responsabilité sociale ou d'une co-responsabilité qui dépasse le seul scientifique, soit-il inscrit dans une communauté. Ce que nous appelons le syndrome de l'Aquila est l'émergence dans la complexité des enjeux scientifiques et sociaux contemporains de ce type de responsabilité sociale propre au savoir. Alors, ce que j'appelle le syndrome de l'Aquila s'exprime aussi dans des situations plus positives. On peut lire par exemple l'attribution du prix Nobel de la paix au GIEC, donc le groupement international d'études sur l'évolution du climat, en 2007, le prix Nobel attribué en 2007 au GIEC comme la reconnaissance d'une forme de responsabilité épistémique. La responsabilité épistémique, c'est donc l'exigence de répondre de, respondere, de répondre de, l'exigence de répondre des savoirs. Et l'on verra, c'est aussi l'exigence de répondre à. Et la question qui va nous intéresser, c'est mais qui doit répondre? Alors, que les scientifiques soient responsables, il n'y a plus grand monde qui puisse le contester, sinon quelques nostalgiques de la science tour d'ivoire. Nous ne pouvons plus nous satisfaire aujourd'hui de la stratégie de la poule aux œufs d'or, pour reprendre une expression d'Isabelle Stengers, c'est-à-dire le discours académique qui cherche vainement à rappeler au monde industriel et économique, ou plus largement à la pression sociétale, que pour son propre intérêt, il doit laisser le chercheur libre de définir ses recherches. Maintenant, il est admis qu'il y a une intrication réciproque de valeurs entre science et société qui nous oblige à prendre très au sérieux la question de la responsabilité. Oui, dis-je, mais de quelle responsabilité parlons-nous ici? Première chose que nous voudrions dire, c'est que la responsabilité épistémique n'est pas une responsabilité des scientifiques, n'est pas seulement une responsabilité des scientifiques ou de la science. Il s'agit d'une responsabilité sociale. Et ici, il nous faut bien comprendre que le concept de responsabilité sociale est étroitement lié à l'évolution, à la mutation contemporaine du concept de responsabilité lui-même. Le Code civil définit la responsabilité comme étant associée aux personnes et à leurs fautes. Ainsi, la responsabilité, comprise d'un point de vue moral ou juridique, est avant tout une imputation pour des faits passés commis par un individu. Mais comme le suggérait déjà Paul Ricoeur en 1995, à l'orientation rétrospective que l'idée morale de responsabilité avait en commun avec l'idée juridique, orientation en vertu de laquelle nous sommes éminemment responsables de ce que nous avons fait, devrait se substituer une orientation plus délibérativement prospective, en fonction de laquelle l'idée de prévention des nuisances à venir s'ajouterait à celle de réparation des dommages déjà commis. Ainsi naît l'idée d'une responsabilité sociale prospective comme nouvelle forme de responsabilité liée aux actions collectives des organisations ou des communautés dans toute leur diversité, et non plus seulement pour leurs actes passés, mais aussi, et peut-être surtout, pour les actes potentiels et futurs, pour les impacts potentiels et futurs de leurs actes. Il s'agit donc d'une responsabilité pour les impacts, et non plus seulement pour les actes, que l'on associe à des organisations ou des collectifs, et non plus seulement à des individus. Alors c'était la première remarque sur la responsabilité épistémique, c'est donc une forme de responsabilité sociale, responsabilité collective, une co-responsabilité pour les impacts de nos actes. La deuxième remarque, c'est qu'il nous faut positionner ce principe de responsabilité épistémique par rapport au principe responsabilité tel qu'il a été défini par Jonas, par le philosophe Hans Jonas dans le principe responsabilité. Ce que Jonas a apporté, bien entendu, c'est cette prise de conscience de la nécessaire mutation du concept de responsabilité tel que je viens de l'exposer. Une responsabilité qui serait à la hauteur des menaces de la civilisation technologique. Mais l'éthique de la responsabilité de Jonas est avant tout une heuristique de la peur, une anticipation de la menace, et elle concerne surtout une alerte à propos des développements technologiques. Nous voudrions situer notre propos dans une plus proche proximité avec les connaissances scientifiques, sans ignorer ni inhiber les liens consubstantiels que science et technique entretiennent. Mais notre propos est de dire que nous ne devrions pas concentrer toute notre attention éthique sur le phénomène technologique, élément certes important, mais qui n'est peut-être que la partie immergée de l'iceberg. S'inscrire dans une heuristique de la peur face à la menace technologique, n'est-ce pas déjà avoir renoncé à en comprendre les origines, les fondements, les implicites? Certes, la co-responsabilité ou responsabilité sociale est une responsabilité collective envers l'impact de nos actes sur le futur, mais le choix d'hypothéquer le futur d'un horizon noir est un choix parmi d'autres.
que nous ne sommes pas prêts à faire. En tout cas, nous faisons un autre choix. Nous pensons que le principe de responsabilité, ainsi revisité par Jonas et par l'idée d'une responsabilité sociale, doit être conjugué avec celui d'espérance, qui laisse une place à de multiples possibles plus lumineux ou plus sombres. Concentrer l'attention éthique de notre responsabilité sur le processus de production de connaissances, sur la façon dont les savoirs émergent et circulent, est une façon de conjuguer responsabilité et espérance, dans la mesure où le déterminisme technologique est rompu par un questionnement fondamental sur ses fondements. Alors voilà quelques remarques préliminaires sur le concept de responsabilité, ce qui me pousse à le proposer. D'une part, le syndrome de l'Aquila et d'autre part, des mutations très contemporaines liées à ce concept. Alors pour entrer plus dans le vif du sujet, je vais vous proposer 4 caractéristiques de ce concept de responsabilité épistémique. Et parmi ces 4 caractéristiques, je détaillerai principalement la 4e. Je les cite pour que vous puissiez suivre le fil de mon propos. La première caractéristique, c'est de considérer que la responsabilité épistémique est une co-responsabilité quant au contenu des savoirs. La deuxième caractéristique, ce sera que la responsabilité épistémique est une co-responsabilité quant à la nature des savoirs. La troisième, ce sera une responsabilité comme co-responsabilité quant à la transmission des savoirs. Et enfin, la 4e que je détaillerai, c'est la responsabilité épistémique comme co-responsabilité quant à la caractérisation des objets de connaissance. Donc, première caractéristique, penser la responsabilité épistémique comme une co-responsabilité quant au contenu des savoirs. Alors, ce premier aspect ne va vraiment pas de soi, dans la mesure où la pensée épistémologique classique tend à désessentialiser les savoirs scientifiques, c'est-à-dire de les considérer comme neutres du point de vue des valeurs, canalisant notre attention éthique sur leur usage. Ce qui attire notre attention éthique et le débat parfois public quand il a lieu dessus, c'est sur ses usages plus que sur sa nature. Or, dans le contexte contemporain des sciences, nous assistons à une forme de réessentialisation des savoirs dans la mesure où ces derniers se trouvent non plus jugés pour ce qu'ils provoquent, leur impact, mais aussi pour ce qu'ils sont en tant que tels. Ainsi, le savoir peut apparaître comme porteur de certaines formes de détermination, d'intention et de valeurs qui ne sont plus à juger à l'aune de leur impact potentiel, mais en tant qu'ils constituent ce savoir. C'est pourquoi nous disons que le contenu d'un savoir en tant que tel appelle notre responsabilité indépendamment de l'usage que l'on pourra en faire. Alors s'ouvre un espace de questionnement. Tous les savoirs méritent-ils d'être connus et diffusés ? Savoir construire une bombe nucléaire n'engage-t-il pas notre responsabilité indépendamment de l'usage potentiel que l'on pourra faire de cette même bombe ? Savoir diagnostiquer de façon présymptomatique ou asymptomatique une maladie n'est-il pas en soi un objet de responsabilité ? Tout comme la loi de Gabor indique que tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, peut-il exister une loi de Gabor pour les savoirs qui suggérerait que tout ce qui est connaissable doit être connu ? C'est déjà ce questionnement fondamental, c'est de ce questionnement fondamental que relève premièrement la responsabilité épistémique. C'est sa première caractéristique, une interrogation sur le contenu des savoirs. Deuxième caractéristique, c'est la nature des savoirs. De très nombreux enjeux sont relatifs à la nature des savoirs générés dans les sciences contemporaines. On l'a vu ce matin de façon très claire, très explicite. Doit-on considérer telle connaissance comme un risque ou comme une incertitude ? Cette connaissance est-elle neutre vis-à-vis des valeurs ? Cette connaissance relève-t-elle d'une procédure impartiale ? Que faire face à l'absence de clarté causale ? Doit-on la remplacer par des corrélations, des facteurs de risque ? Que faire lorsque le cadre épistémologique de la démarche hypothético-déductive touche à ses limites ? Que veut dire remplacer les causalités par des corrélations ? Autant de questions, a priori très techniques, mais qui sont en fait essentielles pour mesurer notre responsabilité face à ces savoirs d'anticipation. Troisième caractéristique de la responsabilité épistémique, c'est la question de notre co-responsabilité à tous quant à la transmission des savoirs. La perspective est ici celle du rapport entre la recherche biomédicale, le soin et plus généralement l'accompagnement des personnes dans ce qu'ils révèlent comme besoin ou comme désir. Quelle transmission des éléments de connaissance portant sur la maladie envisageons-nous ? Quel intermédiaire sont-ils souhaitables et en quel nombre ? Comment communiquer une incertitude ?
Comment exprimer un doute? Comment partager un non-savoir? Cette dimension de la responsabilité épistémique interroge directement la légitimité des savoirs transmis, ou plus exactement, le processus de légitimation. Et dans ce cadre, ce qui se nomme l'économie de la promesse, comme forme de légitimation majeure d'un avenir meilleur, est à discuter. Le savoir scientifique à transmettre s'inscrit donc dans une tension entre, comme je l'ai dit, responsabilité et espérance. Le besoin d'espérance d'un progrès collectif par la science rencontre l'exigence d'une responsabilité vis-à-vis de celle-ci. La légitimité des savoirs biomédicaux à transmettre, à diffuser, se trouve indissociablement indexée sur ces deux principes, responsabilité et espérance. Tout l'enjeu est d'ouvrir la discussion pour les penser ensemble. Quatrième caractéristique, celle d'une co-responsabilité quant à la caractérisation des objets de connaissance, et je vais un petit peu approfondir cet aspect-là, qui va faire des échos par rapport aux propos de ce matin, notamment l'invitation de Francis Eustache à penser la maladie d'Alzheimer de façon transdisciplinaire, a-t-il dit, une approche intégrée et transdisciplinaire. Je voudrais interroger cet appel-là, cette intention. Donc, une co-responsabilité quant à la caractérisation des objets de connaissance. La délimitation de l'objet est une opération capitale pour l'entendement scientifique, comme pour la compréhension en général. Il est difficile d'échapper à cette question aussi triviale que fondamentale, mais de quoi parlons-nous? Et pourtant, la façon dont les sciences et les techniques contemporaines conçoivent les objets est sujette à discussion. La maladie d'Alzheimer offre de ce point de vue un champ particulièrement intéressant. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons cette maladie? Est-ce un donné ou un construit? Est-ce un objet complexe? Une maladie? Un syndrome? Est-ce une manifestation purement anatomopathologique ou est-ce l'intrication de considérations neurologiques, psychologiques et socio-environnementales? Ici, il nous semble intéressant de mobiliser une notion, celle d'objet intégratif, proposée par la philosophe Anne-Françoise Schmitt pour mesurer la portée de cette dimension de la responsabilité épistémique. Alors, je ne parlerai pas, moi, d'objet intégratif pour désigner maladie d'Alzheimer, mais d'objet désintégratif. La maladie d'Alzheimer n'est ni donnée, il faut la caractériser par un effort intellectuel, clinique et scientifique, ni totalement construite, au sens où elle serait semblable à un mythe. Des millions de personnes peuvent témoigner du fait que cette maladie est, hélas, bien trop tangible. Donc, ce n'est ni un donné, ni un construit. À quel objet avons-nous affaire? Donc je propose l'hypothèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer est un objet désintégratif. Et je vais, pour ce faire, donc l'objet désintégratif comme finalement l'objet d'une attention éthique qui engage notre responsabilité sur la façon que l'on a de penser notre objet collectif de connaissance. Donc l'objet intégratif, je lui donne cinq dimensions que je retrouve dans la maladie d'Alzheimer, de ce que j'ai pu lire et écouter, mais que l'on peut retrouver dans, j'allais dire, presque tous les objets des sciences et des techniques contemporaines, et on rejoint la réflexion du doyen de ce matin que finalement on peut identifier des communs à toutes les maladies chroniques, mais on peut aussi identifier des communs à un ensemble de problématiques des sciences contemporaines. Un objet intégratif, c'est désintégratif, oubliez le terme pour le moment, mais pensant, si vous préférez, à objet complexe, ce sont d'abord des objets qui ne peuvent plus être abordés dans une distance objective ou phénoménologique comme s'ils étaient face à nous. Ils ne peuvent plus être approchés, ils ne peuvent être approchés qu'au-delà de l'opposition entre sujet et objet, entre objectif et subjectif. Ici, la dimension que l'on doit intégrer, c'est celle de l'intention. C'est la première dimension des objets désintégratifs, l'intentionnalité. L'intention du chercheur ou d'une communauté de chercheurs, ce sont toutes les formes d'imaginaire mobilisé ou de valeurs projetées sans être complètement explicitées. L'intention, c'est ce qui empêche justement cette distance objective à l'objet. L'intention, c'est ce qui imprime le caractère sensiblement humain de toute entreprise scientifique. Dans le cadre de l'étude des objets dits désintégratifs, objets complexes, ce qu'il nous faut retenir, c'est que ces intentions ne sont pas des bruits qui viendraient perturber notre compréhension de l'objet.
Des considérations qu'il faudrait nier ou inhiber pour plus d'objectivité. Au contraire, ce que l'on observe, c'est qu'avec les objets tels Alzheimer, ces intentions deviennent des dimensions constitutives de l'objet et ce sont elles qui instituent ces modes d'existence. Et donc ici, la responsabilité que nous avons, qui est collective, c'est d'expliciter ces intentions, de les partager, de les mettre en débat. La deuxième caractéristique, c'est une superposition de savoir et de non-savoir. Ça a été dit ce matin, que fait-on des non-savoirs ? Que fait-on de ce que l'on ne sait pas sur la maladie ? La superposition de savoir et de non-savoir, et non leur opposition, ce qui renouvelle considérablement le rapport entre science et sens commun. Le mot Alzheimer est devenu un mot familier, un qualificatif pour signifier à quelqu'un son trou de mémoire. Nous avons ici un paradoxe. Cette maladie est à la fois très commune, on en parle souvent même, même de façon parfois satirique, et pourtant c'est une maladie qui reste très énigmatique et une énorme complexité scientifique. Donc nous avons ici une caractéristique de superposition, de savoir scientifique très poussé, on peut le voir ce matin, et de non-savoir ou de savoir qui relève de l'imaginaire, qui relève de considération du sens commun. Donc la question que l'on doit se poser, c'est que faire de ces non-savoirs, mais qui ne concernent pas simplement l'imaginaire ou le sens commun, qui concernent aussi la science et tous ces trous de la connaissance que l'on n'arrive pas à combler et que l'on ne comblera peut-être pas. Que faire de ces non-savoirs ? Que faire de cette superposition de savoir et de non-savoir ? Le troisième caractéristique des objets intégratifs ou désintégratifs, c'est une caractéristique qui me semble fondamentale et que l'on retrouve dans beaucoup d'objets des sciences et des techniques contemporaines, c'est l'impossible synthèse. Et c'est là où je vais peut-être interroger cette idée d'une approche intégrée, transdisciplinaire, qui me semble peut-être une intention trop audacieuse. L'impossible synthèse de ces objets, ce sont des objets qui ne sont ni complexes ni simples. Alors je vais m'expliquer pourquoi je dis qu'ils sont ni complexes ni simples. Ce sont des objets qui sont ni complexes ni simples, mais qui interdisent un recouvrement complet de leurs dimensions par la convergence de savoirs d'experts ou de perspectives disciplinaires spécialisées. Une telle pathologie, si l'intention que l'on a, c'est de la traiter comme une pathologie, appelle la convocation de neurologues, de psychologues, de spécialistes de l'imagerie, etc. Et il y a tout un tas de savoirs à mobiliser, de disciplines que l'on convoque pour essayer de le comprendre. Mais les savoirs issus de toutes ces spécialités ne peuvent recouvrir l'objet, nous invitant ainsi à une forme de renoncement à la promesse d'une synthèse. Et il y a une raison qui explique en partie ce renoncement à la promesse de la synthèse, c'est la persistance justement de zones de non-savoir, d'inconnaissance, d'incertitude radicale, d'imprévisibilité, des manques, des ponts impossibles entre les disciplines, des ruptures de chaînes causales, autant d'éléments qui expliquent l'impossibilité perçue d'effectuer une synthèse. L'élément ici fondamental, c'est l'absence de clarté causale. Ça a été discuté ce matin. L'unification des connaissances scientifiques, l'idéal de l'unité de la science ne peut se faire que par la recherche de la cause, qui permettrait justement cette clarté pour unifier les connaissances. À partir du moment où cette clarté causale n'est pas au rendez-vous, et ne sera peut-être jamais au rendez-vous, comment fait-on pour relever ce défi de la synthèse transdisciplinaire, nous permettant de comprendre l'objet dans sa totalité ? Ce que j'aimerais vous inviter à faire ici, c'est de comprendre qu'ici nous avons une responsabilité collective peut-être pour abandonner cet idéal de la synthèse et de chercher une autre façon de penser l'objet. La quatrième caractéristique, et ça a été très bien montré aussi ce matin, c'est qu'un tel objet doit revenir au centre de notre attention. La question qui était posée par le doyen de la faculté de médecine, mais qui est le coordinateur ? Qui coordonne ces multiples savoirs ? Lorsque nous n'avons pas la cause qui nous permettrait de dire que finalement la cause serait la coordination, puisqu'il suffirait ensuite de dérouler de la cause à l'explication mécaniste, à la voie thérapeutique. Mais qui coordonne lorsque nous n'avons pas de cause ? Eh bien, c'est l'objet. C'est l'objet qui coordonne.
ça ne peut pas être une discipline, au risque que cette discipline prenne le dessus sur les autres et finalement que l'explication soit biaisée. La biologie moléculaire ne peut pas nous permettre de comprendre un objet comme Alzheimer, la neurologie non plus. Elles peuvent nous aider, mais pas complètement. Qui va organiser la coordination des savoirs, des connaissances? Qui va agencer les disciplines entre elles? Ici, c'est aussi une question de responsabilité collective. Et le postulat, parce que c'est un postulat que l'on peut faire, c'est de remettre l'objet au centre et de considérer que c'est lui qui organise les disciplines, c'est lui qui va décider de leur agencement. Et du coup, l'identité de cet objet, c'est une identité qui ne peut être que déhiérarchisante. L'objet en lui-même ne peut pas faire de hiérarchie. Il va convoquer des savoirs qui tous compteront pour un, comme dans une forme de démocratie des disciplines, et tous seront convoqués pour essayer de comprendre une dimension de cet objet, mais jamais avec la prétention de le recouvrir complètement. C'est la quatrième caractéristique d'un objet désintégratif, son identité déhiérarchisante, qui est en fait son rapport au réel. Voilà, je viens d'avoir un petit papier subrepticement qui va m'amener vers la conclusion tout doucement. Ce que je voudrais dire, c'est que nos débats ici, qui sont des débats scientifiques, pluridisciplinaires, mais aussi des débats éthiques et sociaux, nous engagent finalement à réfléchir à un nouveau type de responsabilité qui n'est pas une responsabilité morale, qui n'est pas qu'une responsabilité morale ou qui n'est pas qu'une responsabilité juridique, mais qui est une responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'il nous faut répondre d'eux, il nous faut répondre à, mais il nous faut aussi se poser la question de l'origine, le lieu, l'espace de cette réponse. Qui doit répondre? Et ce que j'aimerais ici faire passer comme message, c'est que cette réponse, elle ne peut qu'être collective. Mais elle ne peut pas être collective dans le cas actuel des débats publics ou des controverses qui arrivent après les savoirs, au moment où l'objet technique est formé, au moment où l'objet technique, il s'agit de le juger. Cette responsabilité, cette réponse que l'on doit apporter collectivement, elle doit se situer au niveau des savoirs eux-mêmes, des connaissances, ce qui va instituer le mode d'existence des objets. Et cette responsabilité, je crois qu'elle est à la hauteur, cette responsabilité épistémique, elle est à la hauteur, à la mesure d'un objet que j'appelle désintégratif, comme la maladie d'Alzheimer. C'est une responsabilité qui implique également, et je conclurai là-dessus, une certaine posture face au savoir qui a un impact éthique. C'est une posture qu'avec Paul Loup Veil-Dubuc, qui travaille en tant que chercheur à l'espace éthique, nous avons envie d'appeler une forme d'espérance responsable face au savoir. Voilà. Merci pour votre attention.